thrombotiques et les maladies des emboles de cholestérol. Donc, grosso modo, ce que vous devez retenir, c'est surtout ça. Les néphrongioscléroses, c'est-à-dire l'atteinte rénale et l'atteinte vasculaire avec une sclérose qui s'installe et qui va entraîner donc cette maladie qu'on appelle la néphrongiosclérose. La sténose de l'artère rénale est assez fréquente, elle n'est pas aussi, elle est méconnue, mais elle est assez fréquente quand on la recherche. La microangiopathie thrombotique, c'est quelque chose qu'il faut explorer, à laquelle il faut penser. La maladie des emboles de cholestérol, c'est assez fréquent aussi. Mais surtout les deux premières qu'il faut retenir, bien sûr. Alors, nous allons voir les néphropathies vasculaires aiguës ou rapidement progressives et les chroniques. Donc là, en introduction, on a les pathologies des vaisseaux du Rhin, on a les petits et les gros vaisseaux, les petits, moyens et gros vaisseaux. C'est une HTA qui est souvent au premier plan. Donc, on se pose toujours la même question philosophique et même médicale en disant est-ce que c'est le rein qui est en cause de cette hypertension ou alors est-ce qu'il est coupable dans ce cas, c'est-à-dire c'est lui la cause, ou alors est-ce qu'il est victime, c'est-à-dire c'est une complication rénale d'une hypertension et d'une maladie hypertensive. On se pose toujours la même question, c'est toujours la même question de la poule et de l'œuf. Qui a commencé? Elles sont classées selon la localisation, bien sûr, et selon l'évolution. Alors ici, nous avons le classement des néphropathies vasculaires. Vous avez les aigus à gauche et les chroniques à droite. Les aigus ou rapidement progressives et les chroniques. Les chroniques, il faut connaître les trois grandes entités, c'est-à-dire la sténose de l'artère rénale, c'est quelque chose qui est chronique, qui évolue avec le temps. La néphrongiosclérose bénigne, c'est une hypertension avec, pourquoi on dit bénigne? Parce qu'elle n'est pas catastrophique, ce n'est pas une évolution rapide. Et le syndrome des antiphospholipides, bien sûr, le SAPEL. Le SAPEL, il faut y penser surtout chez une jeune femme qui a une hypertension qui était méconnue, qu'on a découvert, ou à l'occasion, par exemple, d'une toxémie gravidique et qui a donc par la suite gardé cette hypertension après un accouchement ou, par exemple, une extraction fœtale. De l'autre côté, à gauche, on a les néphropathies vasculaires aiguës ou rapidement progressives. Celles-ci, ce sont des pathologies qui surviennent dans l'aigu, c'est-à-dire dans un cadre clinique et biologique assez brutal. D'accord? Là, en fait, c'est un motif de consultation, en fait. Par contre, de l'autre côté, quand elles sont aiguës et rapidement progressives, c'est dans le cadre des urgences ou de façon, on a une clinique assez brutale. Par exemple, c'est le syndrome de microangiopathie thrombotique qu'on appelle le CHU, syndrome hémolytique et urémique, qu'on va voir, qu'on voit surtout en pédiatrie, mais qui n'est pas rare chez l'adulte, qui se voit aussi. Et on a le purpura thrombotique thrombocytémique qu'on verra par la suite. On va s'étaler surtout, on va connaître surtout le CHU parce qu'en pédiatrie, vous allez le voir, c'est la cause la plus fréquente de l'insuffisance rénale aiguë chez les enfants. Alors, on a l'HTA et la néphrangiosclérose maligne. Alors, c'est au pluriel parce qu'on a une atteinte des vaisseaux intrarénaux de tout calibre. Donc là, en fait, la cause, elle est rénale. On a les emboles de cholestérol, de cristaux de cholestérol. Ce sont des artères de petit calibre aussi, c'est-à-dire on a des cristaux de cholestérol qui se détachent et qui vont aller boucher carrément les artères et donner une hypertension. On a l'occlusion aiguë, primitive ou secondaire des artères rénales. On a la périartérite noueuse macroscopique. C'est généralement le cadre d'une vascularite. Et c'est un syndrome inflammatoire avec toute une panoplie de symptomatologie clinique. Et on a la crise aiguë sclérodermique. Il ne faut jamais oublier que la sclérodermie est assez fréquente et qu'on peut la diagnostiquer. D'accord? Donc, en fait, il faut y penser. Quand vous avez quelqu'un qui est une jeune femme qui fait surtout un pic hypertensif, une HTA qu'on n'arrive pas à régler, à contrôler, il faut penser à cela. Alors, le classement, on a les MAT, les microangiopathies thrombotiques, l'HTA maligne et tout le reste, on va le voir. Alors, pour les MAT, en fait, ce sont des néphropathies vasculaires aiguës ou rapidement progressives. C'est le syndrome de microangiopathie thrombotique qui associe deux choses. Alors, en fait, c'est une euh,
comment vous expliquer la chose? C'est-à-dire, c'est un mécanisme qui est plutôt mécanique. Le mécanisme, la physiopathologie est mécanique. Pourquoi? Parce qu'on a une anémie hémolytique mécanique. En fait, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des vaisseaux, au niveau des artères, vous allez avoir des thromboses, vous allez avoir donc une anémie parce qu'il y a en fait des schizocytes. Et les schizocytes, c'est quoi? Ce sont des hématies, des globules rouges qui sont en fait fragmentés, ils sont cassés. Et quand ils sont cassés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va y avoir tout un processus comme si c'était une hémorragie. Et du coup, vous allez avoir une thrombopénie de consommation. En fait, il y a un chimiotactisme disant que voilà, il y a des hématies qui sont cassées, fracturées, elles vont combler la lumière vasculaire et donner un thrombus rouge. Et comme s'il y avait une lésion et une hémorragie, un saignement. Donc, l'hémostase primaire va se déclencher. Et elle va se déclencher par quoi? Par un appel des plaquettes qui vont aller colmater cette brèche, mais en fait, la brèche n'existe pas. La lésion n'existe pas. Mais en fait, vous allez avoir surtout des globules rouges qui sont cassés et donc les plaquettes vont venir et vont entraîner un clou blanc, un thrombus blanc fait de plaquettes, ce qui va aggraver donc l'occlusion vasculaire et l'occlusion intra-artérielle. Et donc, le fait d'avoir la consommation de ces plaquettes va entraîner une thrombopénie. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a une hypertension. Et quand vous faites la formule, vous allez trouver l'anémie hémolytique. Vous allez retrouver sur le frottis des schizocytes, c'est-à-dire des globules rouges cassés fracturé et vous allez avoir surtout une thrombopénie de consommation. Donc, ça va toucher deux lignées hématiques et des thrombocytes. Alors là, je vous montre la photo des globules rouges qui sont cassés. En fait, ils sont fracturés et donc ils vont donner carrément un processus de d'hémostase primaire. Alors, on a une occlusion des lumières des artérioles et ou des capillaires. Bon, les capillaires sont beaucoup plus petits que les artérioles, d'accord? On a des thrombis fibreux, puisque les plaquettes vont colmater la brèche et qu'elles vont constituer ce thrombus blanc. Et ce thrombus blanc, il est fait de plaquettes et de fibres, d'accord? De fibres de collagène. Et donc, on a un thrombus qui est fibreux. Alors, on a un remaniement des artérioles et aux capillaires, c'est-à-dire que vous allez avoir une thrombose de ces artérioles et des capillaires. Ça va donner quoi? En fait, ça va entraîner une ischémie. Alors, l'endothélium capillaire glomérulaire est altéré puisque les capillaires glomérulaires, en fait, sont touchés. Et du coup, vous allez me dire, mais pourquoi le rein? Parce qu'en fait, tout le sang est ultra filtré au niveau des glomérules, des capillaires glomérulaires. Donc, cela va passer par les capillaires glomérulaires. Donc, vous allez avoir cet endothélium capillaire glomérulaire, intraglomérulaire, qui sera altéré. Donc, vous allez avoir des thrombus, des thrombis fibreux et donc un collapsus des glomérules. Parfois, ils sont décollés. On a une obstruction des lumières capillaires et une double contour parce qu'il y a des thrombus, des thrombis fibreux et donc ça donne un aspect de double contour. Et on a surtout la mésagnolyse, c'est-à-dire vous allez avoir une atteinte du mésangium. Alors, ça, c'est l'histologie. Vous allez avoir donc ici des thrombus. Tout ça, ce sont des thrombus, en fait, d'accord? Et vous allez avoir une hyperperméabilité avec un passage dans la capsule de Bowman. Ça, c'est la capsule de Bowman. Alors, ici, vous allez avoir la capsule de Bowman. Ici, c'est la chambre urinaire. Et tout ça, c'est les capillaires glomérulaires. Et tout autour, normalement, elle est protégée par une membrane basale glomérulaire. Mais là-dedans, en fait, il y a tellement de thrombus que ça va donner une rupture de cette membrane basale glomérulaire. Il peut y avoir une prolifération. C'est ce qu'on appelle les croissants capillaires, extracapillaires. Et donc, ça va remplir tout cet espace urinaire, cet espace virtuel de la capsule de la chambre de Bowman, et donc va entraîner un étouffement du glomérule et un écrasement, et il va y avoir une chute des pressions ici, et donc il y aura une chute du débit de filtration glomérulaire, d'où la survenue de l'insuffisance rénale aiguë, bien sûr.
On a deux formes de MAT, c'est-à-dire on a le PTT, c'est le purpura thrombotique thrombocytopénique. En fait, thrombotique parce qu'il va y avoir, premièrement, cliniquement du purpura, deuxièmement, il y a des thrombis, et troisièmement, à cause de ces thrombis, il va y avoir une thrombocytopénie, c'est-à-dire une thrombo, euh, thrombopénie. Alors, on appelle ça le syndrome de Moscovitz. C'est une atteinte cérébrale, thrombopénie profonde, atteinte rénale absente ou modérée avec survenue très fréquente chez les adultes. Contrairement à cette forme adulte, on a une forme infantile. Cette forme infantile, on l'appelle le CHU, on dit CHU, typique ou atypique. On a le syndrome hémolytique urémique. Ici, on a surtout une insuffisance rénale aiguë flagrante. Elle est aiguë parce qu'il y a une atteinte rénale prédominante qui est au premier plan avec insuffisance rénale aiguë, une hypertension artérielle, une hématurie, une protéinurie parce qu'il y a une fuite urinaire et elle survient particulièrement chez les enfants. Alors, pour le CHU typique post-diarrhéique, c'est une forme de MAT. Alors, j'ai écrit comme titre, les causes sont nombreuses, mais chez les enfants, la cause la plus fréquente, chez les enfants, il faut y penser. Un enfant qui vous fait un syndrome infectieux, mais surtout une diarrhée, un syndrome de gastroentérite ou d'intoxication alimentaire, et il vous fait une diarrhée, une semaine après ou 3, 4 jours après, il va vous faire donc une oligoanurie. C'est un enfant qui ne urine très peu et il va y avoir une hypertension. Et quand on l'emmène aux urgences, on nous l'amène aux urgences, il a des œdèmes et c'est surtout un OAP avec un pic hypertensif. Quand on fait le bilan, on va retrouver bien sûr une insuffisance rénale aiguë. Alors, le CHU typique post-diarrhéique, ce sont des diarrhées qui sont causées par les entérobactéries, Escherichia coli, salmonelle et Shigella. Alors, salmonelle et Shigella, tout ça, en fait, vous les retrouvez dans les sandwichs et la bouffe de dehors. D'accord? Donc, c'est une contamination et donc cet enfant va faire donc une intoxication, une gastroentérite, une diarrhée profuse. Alors, le souci chez cet enfant, c'est qu'en faisant cette diarrhée profuse, c'est qu'il va y avoir une hypovolémie, une déshydratation, donc il va faire une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, post-diarrhéique, plus, en plus de l'insuffisance rénale aiguë organique qu'il va faire. D'accord? Donc, il a deux composantes. Et pour ces deux composantes, on va traiter. On sait que c'est une entérobactérie, un Shigella ou un salmonelle qui a entraîné ce tableau clinique, clinico-biologique. En fait, donc, on a deux composantes. Soit c'est une IRA fonctionnelle par hypovolémie, donc il faut remplir cet enfant. Il faut lui donner un diurétique aussi. Et non seulement cela, mais en plus, il faut donner aussi des antibiotiques. On peut même être amené à faire de la dialyse chez cet enfant et même des échanges plasmatiques. Mais généralement, c'est une forme de CHU qui est à bon pronostic, très bon pronostic, sans qu'il ne garde de séquelles fonctionnelles rénales plus tard, contrairement à l'adulte. Le CHU atypique survenant chez l'adulte, il a d'autres causes en fait, des causes beaucoup plus générales, systémiques, et donc il va garder probablement une insuffisance rénale à long terme. Alors pour le CHU atypique, c'est une mutation génétique. Ce sont les infections telles que les septicémies, VIH, H1N1. C'est ce qu'on a vu aussi dans le Covid. C'est les médicaments tels que la gemcitabine. La gemcitabine est une drogue qu'on utilise surtout pour les chimiothérapies dans le protocole de chimiothérapie dans les cancers et particulièrement le cancer du col et le cancer du sein. C'est déjà la molécule est néphrotoxique, mais elle est surtout cardiotoxique, mais elle peut entraîner aussi donc un CHU carrément. On a la cyclosporine et le tacrolimus, ce sont deux molécules aussi qui sont en fait utilisées, ce sont des immunosuppresseurs qu'on utilise surtout pour toute greffe, notamment la greffe rénale, pour qu'il n'y ait pas de rejet. Lorsqu'il existe une HTA maligne, à ce moment-là, on peut avoir aussi des schizocytes parce qu'il y a tellement une vasoconstriction et c'est thrombosé, cette HTA maligne va entraîner donc une fragmentation de ces hématies et donc nous allons avoir non seulement l'anémie avec des schizocytes, mais aussi une thrombopénie.
Alors, nous avons aussi l'éclampsie, qui est une complication de la toxémie gravidique chez la femme enceinte. On a les maladies dysimmunitaires telles que la sclérodermie, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire la poussée sclérodermique. Elle peut entraîner une HTA maligne et donc un CHU. Et on a surtout le lupus et le SAPL, le syndrome antiphospholipide. Certains cancers aussi entraînent donc ce genre de MAT et le purpura thrombopénique, le moscovitz, on l'a dit, c'est des auto-anticorps antifacteurs Willebrand. Alors, dans le CHU typique, on va voir, il est causé par des toxines Shiga-like chez l'enfant. C'est-à-dire que, en fait, c'est un germe qui va entraîner donc une endotoxine, qui va sécréter une endotoxine, et cette endotoxine va faire qu'elle va donc entraîner cette anémie avec fragmentation des hématies et avec surtout une insuffisance rénale aiguë. Les toxines produites par des entérobactéries qui détruisent l'endothélium. On a une agrégation plaquettaire diffuse, bien sûr, d'où la consommation de plaquettes et on aura une thrombopénie avec des thrombi fibreux et une occlusion vasculaire. C'est ce qui va entraîner l'insuffisance rénale aiguë et c'est ce qui va entraîner l'hypertension. Alors, toujours le CHU typique, vous allez le voir normalement fréquemment dans les urgences de pédiatrie. C'est là que je l'ai vu la première fois. C'est 90% des CHU de l'enfant. En fait, c'est 90% de CHU surviennent chez l'enfant. C'est la première cause d'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant de 1 à 3 ans, surtout. C'est les tout petits. La déclaration est obligatoire post-diarrhéique avant l'âge de 15 ans. Pourquoi? Parce que généralement, ce sont des enfants scolarisés ou chez la nourrice ou dans la crèche. Ça veut dire que s'il y a une Shigelle, salmonelle ou entérobactérie, ça veut dire qu'il y a une épidémie dans cette classe ou dans cette école. Elle survient surtout par épidémie l'été, même l'hiver pour vous dire, mais c'est surtout l'été. L'agent causal, c'est l'Escherichia coli avec un sérotype particulier, c'est le 0157H7. Le début est brutal avec un syndrome infectieux, diarrhée sanguinolente. C'est ce qui va en fait alerter les parents parce qu'un enfant qui a une diarrhée, on se dit oui, bon, c'est normal, on va traiter tout ça de façon symptomatique. Mais lorsqu'il y a du sang dans la diarrhée, c'est là où ils sont alertés. Et donc, ils sont paniqués et du coup, ils vont à l'hôpital. On a une insuffisance rénale aiguë anurique, comme je vous ai dit. Est-ce qu'on fait la biopsie? Non, ça ne sert à rien. Le tableau est très typique et donc ce qu'il faut faire, c'est de faire la coproparasito des selles à la recherche de ce germe. Puis on envoie à l'Institut Pasteur pour avoir la PCR, c'est-à-dire nous donner le sérotype exact. Alors, le traitement est symptomatique, je vous ai dit, c'est de traiter l'HTA, de donner d'un diurétique, il faut vider. Vous allez me dire, oui, mais déjà, il est vidé. Mais non, en fait, ce qu'on va faire, c'est de relancer les reins. Et ce qu'on va faire, c'est surtout de remplir. On fait un remplissage et on essaie de vider, de relancer ces reins. On traite l'hypertension, on donne une réhydratation avec de la dialyse. Parfois, on est obligé de faire de la dialyse, mais elle est temporaire. Alors, le pronostic spontanément est favorable, pardon, entre 1 à 2 semaines, c'est-à-dire c'est une hospitalisation qui va aller jusqu'à 15 jours, mais sans plus. Et il n'y a pas de récidive et le pronostic rénal fonctionnel est favorable, c'est-à-dire qu'il ne va garder aucune séquelle. C'est une insuffisance. C'est vrai que le tableau est très tragique, il est impressionnant, mais en fait, c'est le pronostic, on sait qu'il est très bon. Alors, l'HTA maligne maintenant, la définition, c'est une pression artérielle qui est très élevée avec des lésions ischémiques d'organes cibles. Retenez ça. Une HTA maligne, c'est une hypertension sévère avec des chiffres très élevés, mais surtout des lésions des organes cibles. Quels sont les organes cibles? C'est le cerveau, le cœur, les reins et même la rétine. Alors, la néphrangiosclérose maligne est la conséquence rénale de l'HTA maligne. La clinique, c'est surtout une diastolique qui est supérieure à 130 mm de mercure avec une atteinte des organes cibles. On a une altération de l'état général et une déshydratation. En fait, le système circulatoire, le système vasculaire, il est alors
Alors, on me dit pourquoi il n'y a pas de récidive pour le CHU typique. En fait, parce que si vous avez bien suivi, dans le CHU typique, et c'est surtout provoqué par des germes. Donc, on va essayer d'éviter d'avoir une certaine hygiène alimentaire chez cet enfant. Et normalement, c'est épisodique, c'est-à-dire c'est venu conséquence d'une contamination par un germe. Donc, après, normalement, il n'y a pas de récidive, puisque la cause est un germe. Si le germe persiste, il va faire encore des chutes par la suite. Donc, en fait, si on le traite, normalement, le pronostic est correct, le pronostic est très favorable avec un traitement symptomatique. Et en fait, on ne donne pas, normalement, ça ne récidive pas. Si ça récidive, ça veut dire que cet enfant, il a autre chose derrière. D'accord? Donc, il faut faire une enquête. C'est l'évolution qui va nous donner tort ou raison par rapport au diagnostic. Dans le CHU, oui. En fait, tout disparaît. Tout le tableau, je vous ai dit, tout ce tableau clinique va disparaître. Alors, regardez, ici, on a un pronostic spontanément favorable en 1 à 2 semaines. D'accord? Donc, le maximum, c'est 1 mois. On a vu des enfants qui avaient 1 mois, par exemple, avec une insuffisance rénale qui récupère très lentement, mais ce sont des enfants qui récupèrent totalement à d'intégrum. Concernant l'hypertension qui va disparaître, le tableau clinique qui va disparaître, la diarrhée qui va disparaître, l'insuffisance rénale aiguë qui va disparaître aussi. Mais il faudrait y penser. Alors, on donne des diurétiques au départ, mais s'il y a indication de dialyse en urgence, on doit dialyser. D'accord? Alors, les indications de dialyse en urgence, bien sûr, c'est une HTA maligne qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est l'urée qui est augmentée, chez l'enfant, c'est très différent de l'adulte, mais c'est pratiquement les mêmes indications. C'est par exemple un OAP, c'est une hyperkaliémie, une acidose métabolique qu'on n'arrive pas à régler. Ça veut dire, si on arrive au stade d'insuffisance rénale, ça veut dire que soit les parents, ils ont ramené leur enfant très tard, le diagnostic n'a pas été fait à temps, on n'y a pas pensé, ou alors c'est notre thérapeutique qui n'a pas été correcte. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un retard quelque part, soit de la part des parents de l'équipe médicale, et du coup, on est obligé on sera obligé de dialyser parce qu'il y a des complications tardives. D'accord? Mais normalement, je vous ai dit, c'est cette diarrhée sanguinolente et l'insuffisance rénale aiguë oligoanurique et anurique qui va alerter les parents. Parce qu'entre 1 et 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 15 ans, un enfant qui n'urine pas, ça alerte les parents. Généralement, les parents, ils se rendent compte que leur enfant n'a pas uriné. D'accord? J'espère que c'est clair. On revient à notre HTA maligne. En fait, l'hypertension maligne, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez avoir une déshydratation. Alors, pourquoi il y a une HTA maligne avec une diastolique aussi élevée et pourquoi il y a une déshydratation? En fait, c'est très simple. C'est parce que au départ, il y a une déshydratation, il y a une hypovolémie. Du coup, ça alerte le système rénine-angiotensine-aldostérone et vous allez avoir une activité rénine plasmatique qui est au plafond. Elle est super maximale. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va y avoir sur le plan systémique? Une vasoconstriction qui sera maintenue tant qu'il y a cette déshydratation. En fait, quand on a un patient aux urgences avec une HTA maligne, dès que vous avez 13 de diastolique ou même 10 de diastolique, on va dire 13 de diastolique, quel que soit le chiffre de la systolique, mais dès que vous avez 13 de diastolique et que vous avez une atteinte des organes cibles, bon, parfois, 13 de diastolique n'est pas toléré par les patients et généralement, on n'arrive pas quand c'est précoce, on n'a pas une atteinte des organes cibles. Mais généralement, on a une atteinte des organes cibles parce que c'est un patient qui avait une hypertension et il ne ressentait pas cette hypertension. Et un beau jour, il fait une diastolique à 13. Maintenant, euh, qu'est-ce que je dis par exemple aux médecins qui sont autour de moi quand il y a une HTA maligne? Je leur dis, ne donnez pas de diurétique, il est déjà en hypovolémie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le remplir parce qu'il faut aller refroidir et calmer le système rénine-angiotensine-aldostérone parce que ce système, il a été stimulé et excité
par une hypovolémie. Au lieu de donner du Lasix, dès que vous avez une diastolique à 13 et plus de 13, ne donnez pas de diurétique. Donnez plutôt un inhibiteur calcique, un vasodilatateur artériel, mais ne donnez pas de diurétique. Vous allez aggraver sa situation. Vous allez encore stimuler et maintenir l'excitabilité du système rénine-angiotensine. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est mettre une voie d'abord, pardon, et mettre une réhydratation à base de sérum salé isotonique. Ça va refroidir le système rénine-angiotensine-aldostérone. C'est comme si vous lui donniez, par exemple, un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou un ARA2 en urgence. Mais la situation fait qu'il faut d'abord remplir. Alors, apparemment, il y a une question. Attendez 2 secondes. La déshydratation engendre une chute de tension. Ici, en fait, la déshydratation, elle stimule le système rénine-angiotensine-aldostérone. D'accord? Donc, ce n'est pas la même chose. La situation est très différente dans ce cas de figure. D'accord? Alors, à la biologie, on a une insuffisance rénale, on a une protéinurie qui est variable, mais généralement, elle est très minime. On a une anémie et des schizocytes avec une hypokaliémie. Parce que l'aldostérone, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va éliminer le potassium, ce qui va entraîner une hypokaliémie, et elle va retenir du sodium. Parce que dans son, comment dirais-je, j'allais dire dans son esprit, l'aldostérone, le système rénine-angiotensine-aldostérone, bêtement va réagir par une rétention hydrosodée, et donc ça va entraîner et l'insuffisance rénale, d'accord, et ça va entraîner une hypernatrémie. Elle est relative parce qu'en fait, le circuit vasculaire, le compartiment vasculaire, il est en hypovolémie. D'accord? Donc, ça va aggraver encore l'hypertension. Alors, à la biopsie, qu'est-ce qu'on a? On a des lésions des petites artères, des artérioles et des capillaires glomérulaires. Qu'est-ce qu'on a? Alors, regardez ici, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une hypovolémie de départ, d'accord? Après, qu'est-ce qu'on a? Une activation du système rénine-angiotensine-aldostérone, hypertension. L'hypertension va entraîner une natriurèse de pression. Elle va essayer d'éliminer le sodium, mais l'aldostérone va retenir en distalité, d'accord? Alors, après, il va y avoir ce cercle vicieux. Et là, le problème, c'est qu'il va y avoir des lésions vasculaires assez graves de façon aiguë et brutale. Alors, on peut faire la biopsie rénale, mais pas sur le moment. En fait, l'une des contre-indications de la biopsie rénale, vous l'avez fait dans le cours, c'est l'hypertension incontrôlable. D'accord? Donc, il ne faut pas aller faire une biopsie dans un contexte d'HTA maligne qu'on n'a pas contrôlé. Il faut d'abord contrôler l'urgence hypertensive, sécuriser le patient, le stabiliser et après, on va réfléchir à faire une biopsie rénale. Mais généralement, dans l'HTA maligne, les lésions vasculaires, les lésions histologiques sont artériolaires et on sait à quoi s'attendre. Parfois, on n'est pas obligé d'aller faire carrément une biopsie. Mais si on est obligé de le faire, il faudra d'abord contrôler cette urgence hypertensive. Alors, ces étiologies sont très nombreuses, l'HTA maligne, c'est toute cause d'hypertension. Alors, généralement, dans 2 tiers des cas, c'est une HTA essentielle, on ne retrouve rien, on ne retrouve pas de cause, on dit qu'elle est essentielle. Et en fait, essentielle parce qu'on ne retrouve pas de cause. Ça veut dire que dans 2 tiers des cas, vous imaginez un peu, 60% des patients ont dit que c'est une HTA essentielle, mais ça veut dire que on n'a pas encore trouvé la cause, mais l'HTA ne peut pas être essentielle. On dit essentiel, idiopathique ou essentiel parce qu'on n'a pas retrouvé de cause apparente. Peut-être que par la suite, euh, la cause sera identifiée. On peut faire des diagnostics rétrospectifs de cette hypertension artérielle. Alors, les HTA secondaires, c'est surtout la sténose de l'artère rénale en particulier qu'il faut aller rechercher. C'est les néphropathies glomérulaires chroniques, surtout à IgA, et la sclérodermie. La crise sclérodermique entraîne une HTA maligne.
Le traitement, il faut d'abord baisser la tension artérielle de 25% dans les premières heures. D'accord? Donc, dans les premières heures, il ne faut pas s'acharner à avoir un 12,8, un 12,7. Si, par exemple, il a 13 de diastolique, 25%, il faut diminuer jusqu'à 10, 9. Si on a un 10 et un 9, on est très bon. D'accord? Alors, il faut contrôler la volémie. On doit d'abord voir sa volémie. Est-ce qu'il faut remplir et combien faut-il remplir? C'est par rapport à ses sorties, à sa diurèse. L'hémodialyse, lorsqu'il y a indication de hémodialyse, parce qu'on n'arrive pas à contrôler, parce qu'il y a un OAP généralement qui est associé, ou alors une urée qui est très augmentée, à ce moment-là, on doit faire une séance d'hémodialyse pour contrôler ce patient. Alors, la maladie des emboles de cholestérol, c'est une rupture de plaques athéromateuses avec migration vers les organes, c'est-à-dire on a une plaque d'athérome qui va se détacher et migrer. C'est une localisation secondaire, on va dire, et qui va se retrouver au niveau des reins, des organes cibles et des membres inférieurs. Alors, le diagnostic est fait surtout par le fond d'œil, la biopsie cutanée et la biopsie rénale particulièrement. Et sur la biopsie rénale, l'anapathe va nous montrer carrément du cholestérol. C'est réfringent, c'est quelque chose qui est très visible et très facilement identifiable sur l'histologie. À la biopsie, on a une occlusion des artères de petit calibre par des cristaux et une inflammation surtout. Mésangère intraglomérulaire et tout autour, c'est-à-dire un traitement est symptomatique avec un arrêt des anticoagulants et tout geste intravasculaire. Pourquoi? Parce qu'on a justement un détachement de cette plaque athéromateuse. Si on donne un anticoagulant, elle va se détacher plus facilement, premièrement. Si on fait un geste intravasculaire, c'est-à-dire par exemple une coronarographie, tout autre geste intravasculaire, le détachement, ça va toucher donc l'artère et cette plaque et va la détacher, donc elle va migrer. Alors, il faut traiter l'hypertension, bien sûr, comme je vous ai dit. Les corticoïdes augmentent la survie puisqu'il y a à la base une inflammation. Donc, on peut donner carrément des corticoïdes pour réduire des corticoïdes à long terme pour réduire cette inflammation et donc ne plus entraîner la formation de ces plaques d'athérome et leur détachement. Le pronostic est sévère avec une mortalité supérieure à 40% à 6 mois. C'est-à-dire, c'est un patient qui va vous faire une HTA maligne dans le cas de l'urgence ou à la consultation. Et là, vous savez que réellement, dans les 6 mois, il peut mourir très rapidement parce qu'il peut faire un arrêt cardiaque très rapidement. Alors, les facteurs déclenchants sur un terrain athéromateux, c'est la chirurgie aortique, l'artériographie, les traitements anticoagulants et la thrombolyse. Parce que la thrombolyse, quand on utilise la thrombolyse, c'est pour justement fragmenter et faire détacher ces thrombis. Donc, si on les détache, ils vont migrer dans la circulation générale et donc vont aller thromboser et boucher d'autres artères ailleurs. Les signes cliniques, bien sûr, c'est une insuffisance rénale aiguë avec des orteils pourpres, un livédo, une gangrène distale, une altération. C'est une ischémie, ce qui va entraîner en fait une ischémie euh, au niveau du siège de la plaque d'athérome ou des cristaux de cholestérol, là où ils se sont collés. Donc, ça va entraîner une occlusion intravasculaire et donc une ischémie vasculaire. Alors, que ce soit au niveau de l'œil, au niveau du cerveau. Les signes biologiques, c'est un syndrome inflammatoire et c'est pour cela qu'on donne des corticoïdes. On a un complément bas et une éosiophilie parce que c'est un syndrome inflammatoire qui consomme du complément. Le reste, c'est l'infarctus rénal, la périartérite noueuse, la panne, l'angine nécrosante et la sclérodermie comme étiologie. Alors, dans les chroniques, ça c'était les aigus. Dans les chroniques, c'est les sténoses de l'artère rénale et